Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Mercier. J'ai 36 ans. J'ai déménagé à plus de 3400 km de chez moi et je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille pendant 19 mois. Puis, en un seul week-end, ma mère m'a laissé 47 messages vocaux parce que ma sœur avait soudainement besoin d'aide avec ses enfants. Et tout le monde s'est soudainement souvenu que j'existais. Le premier message est arrivé à 18h14, un vendredi soir. J'étais dans le rayon céréales d'un supermarché à Grenoble, en train d'hésiter entre le granola hors de prix et celui, plus sobre, que j'achetais toujours quand je jouais la carte de la responsabilité. Mon téléphone a vibré, une fois, puis deux, puis trois. Maman. 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 Le temps d'arriver à ma voiture, j'avais 11 appels manqués et 3 messages vocaux. Son premier message commençait par mon prénom, avec ce ton essoufflé, presque blessée, qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose d'assez important pour prétendre que c'était de l'amour. Léa, rappelle-moi tout de suite. C'est une question de famille. Cette phrase fonctionnait sur moi autrefois. Quand j'avais 22 ans et que ma sœur, Tessa, a eu son premier bébé, question de famille, signifiait annuler mes projets du week-end pour traverser la ville et passer la nuit chez elle parce que Tessa ne dormait pas. À 24 ans, pour le deuxième, cela signifiait prendre des jours sans solde car la crèche était trop chère. Et j'étais tellement douée avec les garçons. À 27 ans, c'était annuler un voyage d'anniversaire parce que le mari de Tessa avait un week-end pêche. Apparemment, personne d'autre dans notre lignée ne savait faire chauffer des pâtes ou arrêter une dispute entre bambins. Je n'étais ni leur fille, ni leur sœur, ni leur tante, ni même un plan B. J'étais de la main-d'œuvre avec un emballage émotionnel. À mes 30 ans, Tessa avait 3 enfants et l'assurance tacite que mon emploi du temps était facultatif et le sien vital. Elle ne me demandait pas si je pouvais garder les enfants, elle m'informait du moment où je devais être là. Maman appelait ça « donner un coup de main ». Papa appelait ça « aider ta sœur à construire sa vie ». Personne ne m'a jamais demandé ce que, moi, je construisais. 19 mois avant ce week-end de messages, j'ai déménagé dans les Alpes. Pas par impulsion, ni par drame. J'ai décroché un poste en télétravail dans une entreprise de logistique, j'ai signé un bail, j'ai chargé ma voiture et j'ai quitté la région parisienne avec 2 valises, une machine à café et la promesse que, si ma famille voulait toujours de moi, cela devrait passer par un véritable effort. Pendant les 3 premières semaines, maman m'envoyait la météo et des émojis en forme de cœur. Tessa m'envoyait 2 photos des enfants sans légende. Papa a appelé une fois pour savoir où était la clé de rechange de la cave. Et puis, plus rien. Pas d'appel pour mon anniversaire. Pas d'invitation réelle pour Thanksgiving. Pas de colis pour Noël. Pas de « comment se passe ton nouveau job » ni de « tu ne te sens pas trop seul ?» Juste 19 mois d'un silence net et brutal. C'est ce qui rendait ces messages vocaux si ironiquement sombres. L'urgence n'était pas que je leur manquais. L'urgence, c'était que le mode de garde de Tessa s'était effondré. Samedi matin, j'en étais à 23 messages. Maman qui pleure. Maman en colère. Maman qui fait semblant de n'être ni l'un ni l'autre. Ta sœur est dépassée. Les garçons sont trop durs en ce moment. Elle a vraiment besoin de toi. Puis, la phrase qui m'a obligée à m'asseoir au bord de mon lit, fixant le mur. Tu sais, tu as toujours été meilleure avec eux qu'elle. Voilà. C'était dit, sans même un voile. Pas de « tu nous manques ». Pas de « les enfants s'ennuient de toi ». Juste la vieille vérité familiale dans son habitat naturel. Tessa avait les enfants, et moi, j'avais la compétence. Ma vie était donc encore disponible à la réaffectation. Je n'ai pas rappelé. Mais j'ai écouté chaque message. Jusqu'au bout. Dimanche soir, il y en avait 47. Le dernier n'était pas de ma mère, mais de Tessa. Pas de bonjour, pas de fausse douceur. Si tu ne rappelles pas ce soir, ne fais plus jamais semblant de te soucier de cette famille. J'ai ri en entendant. C'était son tour favori, transformer sa négligence en accusation avant que l'autre ne puisse dire quoi que ce soit. Tu n'en as pas fait assez. Tu n'étais pas assez là. Tu m'as forcé à gérer ça toute seule.
Peu importe si, durant ces 5 premières années de maternité, j'avais été si souvent chez elle que son aîné m'avait appelée « maman » par accident. Et personne dans cette cuisine n'avait l'air gêné, sauf moi. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur, juste pour occuper mes mains. Au début, je pensais relire de vieux SMS pour me rappeler pourquoi j'étais partie. Mais en fouillant, quelque chose a basculé. Ce n'était pas que des souvenirs. C'étaient des captures d'écran. De vieilles entrées d'agenda. Des messages de Tessa disant « Tu les prends vendredi aussi, parce qu'on mérite une soirée à deux ». Des photos de listes de courses que maman m'envoyait avec les noms des enfants de ma sœur en haut. Des notes de virement bancaire marquées pour « Snack couche merci ». Ce n'était jamais des remerciements, juste des remboursements pour des choses que j'étais toujours la seule à payer. Et puis, j'ai trouvé le carnet. Un petit cahier à spirale bon marché que j'avais emporté par erreur lors de mon déménagement. À l'intérieur, des dates, des horaires et des plannings de garde de ma dernière année en région parisienne. Je l'avais gardé parce que si je ne notais pas les choses, ma famille les réécrivait pour moi. En tournant les pages, j'ai réalisé que j'avais documenté presque tout. Les sorties d'école, les nuits, les jours de maladie, les visites médicales. Juste 1 heure par-ci, des après-midi qui devenaient des samedis de 11 heures par là. Je suis restée assise à ma table de cuisine, avec 47 messages d'une mère qui m'avait ignorée pendant 19 mois. Et j'ai compris, il ne voulait pas que je revienne, il voulait que l'ancien arrangement reprenne. Et pour la première fois, j'avais la distance, les preuves et assez de colère pour cesser d'être utile. Au lieu d'appeler, j'ai pris un carton d'expédition vide et je l'ai posé par terre. Si mon père voulait parler de famille, j'avais mieux qu'un énième argument, j'avais des reçus. J'ai commencé par les captures d'écran. Les échanges avec Tessa, plein d'ordres déguisés en évidence. Il faut que tu sois là à 15 heures. Tu les prends samedi parce qu'on a déjà des plans. Maman a dit que tu le ferais. Ne complique pas les choses. Puis celle de ma mère, plus douce, et donc pire. Tessa est épuisée. Tu sais comment elle devient quand elle est débordée. Tu as toujours été la plus fiable. Aide-la juste pour cette période. Cette période a duré 8 ans. J'ai imprimé jusqu'à ce que mon imprimante chauffe la pièce. Puis je suis passée au carnet. Des pages entières de mon écriture. Date, heure, repas, fermeture d'école. J'ai raté le dîner d'anniversaire d'Anna parce que Tessa avait besoin de quelqu'un. J'ai pris un jour d'arrêt maladie au travail pour passer la journée avec les enfants. Maman a dit qu'elle me rembourserait les courses, elle ne l'a jamais fait. Tessa est partie à 16h10, revenue après minuit. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave avant de tout voir réuni. Quand on est piégé dans un système familial, l'exploitation n'arrive jamais comme un événement dramatique. Elle arrive comme une faveur de plus. Une urgence de plus. Un week-end de plus. Et puis les années passent, et tout le monde parle de ma disponibilité comme si c'était un trait de caractère plutôt que du travail non rémunéré. À minuit, le carton était à moitié plein. Les captures d'écran, le carnet, et en dessous, les reçus retrouvés dans un vieux dossier, Tylenol pour enfants, couches, jus de fruits, frais d'essence, fournitures scolaires achetées parce que Tessa avait oublié. Les humiliations mesquines sont celles qui font le plus mal. 7 € pour des tubes de colle à paillettes. 12 € pour le goûter de foot. 23 € pour des cupcakes parce qu'il fallait que mon neveu participe à la fête de classe. Personne ne regarde ces reçus en se disant que cela a gâché la vingtaine d'une personne. Mais alignez-les, et vous voyez la forme de votre propre disparition. À 1 heure du matin, mon téléphone vibre. Papa. Je laisse sonner. Puis il envoie, appelle ta mère, elle est hors d'elle. Hors d'elle. 19 mois sans demander si j'étais en vie, mais maintenant, elle est hors d'elle parce que l'urgence de garde de Tessa est tombée sur mon répondeur. J'ai tapé une seule phrase, est-ce que quelqu'un a demandé pourquoi j'étais disponible, à la base? 3 points de suspension, puis rien. Vers 2 heures, j'ai trouvé le mot qui a tout changé, plié au fond du carnet. Une feuille volante de l'écriture de ma mère, Léa légère mieux que la crèche. Ne dispute pas Tessa devant les enfants.
continuer à jouer la carte de la famille. Je suis restée immobile. Il y a des choses que l'on ressent bien avant de pouvoir les prouver. J'avais toujours su que ma mère utilisait le langage familial à dessein. Mais le voir écrit, en bleu, cru et pratique, a transformé ma blessure en preuve. Pas, pour que Léa se sente incluse, pas, pour que ce soit juste. Juste, continuer à utiliser la famille. J'ai mis ce mot sous plastique. Le lendemain à 9h, j'ai posté le carton à mon père. Pas à ma mère, parce que mon père était le mur de cette famille. Maman pleurait, Tessa exigeait, mais c'était mon père qui rendait cet arrangement raisonnable. Il passait ses dimanches au repas de famille à parler de sacrifice, pendant que mes week-ends disparaissaient dans les trajets au foot et les bains. S'il devait y avoir une fracture, elle devait frapper le mur en premier. Au guichet, l'employé demande si je veux un suivi. Oui. Signature requise? J'ai réfléchi. Oui. De retour chez moi, 5 appels manqués. Pas de maman, pas de Tessa. De mon neveu aîné, Caleb. Ça m'a plus secoué que les 47 messages. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté. Salut Tati Léa, c'est pour demander si tu peux venir juste un petit moment, parce que Noah pleure tout le temps, grand-mère est en colère et tout le monde est bizarre. J'ai fermé les yeux. Instrumentaliser un enfant, c'était le dernier recours de Tessa. Ça marchait quand j'avais 26 ans. Ça ne marchait plus à 36 ans, à 3400 km. J'ai sauvegardé le message. 2 jours plus tard, le colis était livré. Signé par Daniel Mercier. Mon père avait le carton. Il n'a pas appelé ce jour-là. Ma mère non plus. Tessa, en revanche, a envoyé 11 SMS en 10 minutes. Qu'est-ce que tu as envoyé à papa? Tu essaies sérieusement de le monter contre moi? Maman pleure. Rappelle-moi tout de suite. Tu as toujours tenu les comptes, c'est malsain. Tu étais censé aimer ses enfants. Cette dernière phrase m'a rendue si furieuse que j'ai dû poser le téléphone. C'était le mensonge sur lequel tout reposait, que pour aimer les enfants, je devais me sacrifier. Que l'utilité équivalait à la bonté. J'ai répondu une seule fois, aimer et être utilisé, ce n'est pas la même chose. Elle a répondu, s'est arrêtée, a recommencé à taper, s'est arrêtée. Pour la première fois, j'ai réalisé que le carton forçait quelqu'un à lire l'histoire dans le bon ordre. Mon père a appelé jeudi à 21h23. Pas en colère. Juste fatigué. C'était presque pire. Il a dit, est-ce que tout ce qui est dans ce carton est vrai? Tout. Un autre silence. Le mot de ta mère? Oui. Le silence est revenu. Je pouvais l'imaginer à la table de la cuisine, l'écriture de ma mère devant lui comme quelque chose de vivant et de laid. Finalement, il a dit, je pensais que tu aidais parce que tu en avais envie. Voilà. La phrase sous tout l'arrangement. J'ai regardé l'obscurité de mes Alpes et j'ai dit, c'est parce que maman s'assurait que tu le penses. Il a expiré. Pas de la colère. De la lucidité. Durant les 10 minutes suivantes, tout est sorti. Il savait que j'aidais parfois, mais pas que c'était presque chaque week-end. Il ne savait pas que j'achetais les courses, les médicaments, les babioles pour les écoles. Il ne savait pas que ma mère mentait au debout, disant à Tessa que je me sentais coupable si je n'étais pas impliquée, et lui disant que j'aimais être utile. Cette partie l'a le plus touché. Non pas qu'il soit innocent, mais les hommes comme lui peuvent vivre dans un système tant qu'il a l'air ordonné. Il a posé une question que je n'oublierai jamais, as-tu jamais pu dire non? J'ai ri doucement. Pas sans être puni pour ça. Il n'a défendu personne. Il a juste dit, j'aurais dû savoir. Oui, ai-je répondu. C'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon père. L'explosion a eu lieu le lendemain matin. Ma mère m'a appelé à 7h10, sanglotant si fort qu'elle en devenait inintelligible. J'ai entendu Tessa hurler en arrière-plan. Papa les avait confrontés. Il avait étalé les reçus, lu le mot à haute voix, demandé à Tessa si elle m'avait jamais remboursé de quoi que ce soit d'important. Elle a essayé de dire que j'avais toujours proposé.
Puis il a montré le formulaire scolaire où j'étais la contact d'urgence depuis 2 ans, alors que Tessa disait à tout le monde que j'y aidais par-ci par-là. Maman a pleuré, Tessa a attaqué. Papa a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait, il est parti. Il est monté dans son camion et est allé chez son frère. Ce fut la scission. Pas un divorce, pas une scène de film. Juste le premier matin où l'homme au centre de la structure a cessé de la soutenir. Dimanche, Tessa avait perdu son mode de garde gratuit et son public captif. Elle ne pouvait plus se débarrasser des garçons sans papa pour adoucir les angles, et elle ne pouvait plus me traiter d'égoïste avec mes preuves sous les yeux de tous. Elle m'a envoyé 23 messages en 4 jours. Je n'en ai pas répondu un seul. Ma mère a envoyé 5 emails. Le 5e était le seul honnête, je crois que je me suis tellement habituée à ce que tu sauves les meubles que j'ai fini par ne plus voir ce que ça te coûtait. Je l'ai lu 2 fois. Je ne l'ai pas gardé, mais je l'ai lu. 2 semaines plus tard, mon père a rappelé. Il était rentré, mais plus dans le même schéma. Tessa avait dû organiser un mode de garde réel. Maman marchait dans la maison comme si elle venait de découvrir que tout le monde tenait les comptes. Tant mieux. Il fallait bien. Puis il a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Caleb a demandé si tu étais fâché contre les enfants. J'ai fermé les yeux. C'était bien comme ça que Tessa avait présenté les choses. Pas, Tati Léa a été utilisée, juste, Tati Léa est partie. Je ne suis pas fâché contre eux, ai-je dit. Je suis fâché contre les adultes. Il a compris. Au fil du temps, le silence s'est réorganisé. Tessa a cessé d'envoyer des messages quand elle a compris que l'indignation ne recevait plus de réponse. Maman a commencé à m'écrire comme quelqu'un apprenant une nouvelle langue, maladroitement, mais sincèrement. Papa est devenu prudent, d'une manière que je n'avais jamais vue. Pas chaleureux, exactement, mais prudent. Comme un homme qui comprend enfin qu'il y avait du travail dans sa famille qu'il n'avait jamais compté. Et moi? J'ai cessé d'être la rallonge invisible dans la maison des autres. J'ai fait la grasse matinée le week-end. J'ai fait des courses pour moi, et personne d'autre. J'ai passé un samedi entier à lire sur mon balcon alors que le soleil se déplaçait, sans que personne ne demande qui allait chercher les enfants ou si je pouvais passer 1 heure. J'aime ces enfants. Je les aime toujours. Ce n'était pas ça, le problème. Le problème était que ma famille ne respectait l'amour que lorsqu'il était emballé sous forme de sacrifice. Ce carton n'a pas détruit ma famille. Il a juste supprimé la version de moi qu'ils utilisaient pour la maintenir ensemble. Bonjour à tous, et merci d'être là. Si cela vous était arrivé, auriez-vous rappelé après ces 47 messages? Ou auriez-vous envoyé le carton exactement comme je l'ai fait? Et une fois que vous auriez réalisé que votre famille ne faisait appel à vous que pour le travail, retourneriez-vous un jour à l'ancien arrangement?